fous et les prolétaires. Emmanuel Todd. Livre de poche. Robert Laffont, collection Liberté 2000 pour la présente édition. Et copyright édition Robert Laffont 1979. Chapitre 6. Discipline, fragilité, agressivité. Aux origines du caractère national. Les Français vivent avec l'idée qu'ils sont un peuple indiscipliné, à l'opposé des Allemands, qu'ils aiment à se représenter comme des automates besogneux, ou qu'ils envient pour leur efficacité économique et militaire. Au-delà du Rhin, le sérieux, en deçà, la rigolade. L'examen des faits historiques et sociologiques ne confirme pas ces stéréotypes. Jusqu'en 1940, personne n'aurait mis en doute l'aptitude française à la discipline, scolaire ou militaire. De l'école à l'armée, vers 1900, les citoyens de la République sont moulés dans le respect de la hiérarchie. Bien que très ancienne en tant que mythe national, la légèreté française n'est devenue réelle que très récemment. Sous la Troisième République, les techniques d'élevage fabriquent en série de petits robots respectueux des autorités, sexuellement refoulés, bons soldats, excellents travailleurs, anxieux, très portés au suicide. Mais les Français ont alors le droit compensatoire de faire des plaisanteries gauloises, alors que les Allemands acceptent officiellement leur puritanisme. Au début du siècle, en France comme en Allemagne, l'autoritarisme éducatif est responsable du niveau très élevé du taux de suicide. L'éducation petit-bourgeoise ne pardonne pas, répressive, puritaine, exigeant des enfants des performances scolaires considérables, elle tend jusqu'à rompre l'équilibre psychique. Reste à expliquer l'apparition de ces nouvelles techniques éducatives, qui atteignent dans toute l'Europe leur perfection à la fin du XIXe siècle. Allons-nous une fois de plus accuser l'État de la mise en place d'une éducation disciplinaire ? Le monstre abject est-il responsable de l'épanouissement du syndrome puritain, de cette transformation mentale qui frappe la plus grande partie de l'Occident entre 1500 et 1900 ? Aucun psychologue n'est aujourd'hui en mesure d'expliquer de façon absolument convaincante l'interaction des divers éléments de l'hystérie puritaine. Inhibition sexuelle, contrôle corporel, hypocondrie, frénésie de travail, surexcitation idéologique et métaphysique, politique et religieuse, débouchant sur des violences à soi-même ou à autrui. Et cette constellation de variables est facile à reconnaître aux diverses étapes du développement historique. On doit les considérer comme les symptômes groupés d'une maladie dont le virus est encore mal connu. L'épidémie se répand avec aisance dans certains types de sociétés, tandis que d'autres y sont absolument réfractaires. Les difficultés de l'analyse ne doivent pas amener à ignorer le phénomène. Les hommes n'ont pas attendu de comprendre les mécanismes détaillés de l'infection microbienne pour reconnaître l'existence de la peste. Avant Pasteur, ils ont mis au point des techniques prophylactiques dérivées d'une connaissance empirique des conditions idéales de transmission du mal. Cette transformation mentale intéresse actuellement beaucoup les chercheurs français, les philosophes historiens surtout, puisque Michel Foucault est à la pointe du mouvement, s'efforçant de traduire directement dans son langage obscur, sans passage par le français usuel, les propositions classiques de la psychologie historique allemande
de Max Weber, Wilhelm Reich ou Norbert Elias. La discipline des corps est maintenant dans tous les esprits. Tard venue, l'école française de philo-psycho-histoire a cherché la cause de la mutation puritaine. N'ayant pas innové dans la recherche des faits, elle a réussi à systématiser la seule interprétation radicalement fausse du processus. En un véritable bon sang, mais c'est bien sûr, des 5 dernières minutes, elle a trouvé un coupable, plusieurs même. L'État et les pouvoirs, pour chasseurs de déviance, de fous, de liberté sexuelle et morale. Dans la psychologie foucaultienne, le pouvoir est décentralisé, médical autant qu'étatique, familial autant que scolaire. Michel Foucault n'étant pas l'égal de l'inspecteur Bourrel, la conclusion de son enquête est une erreur judiciaire. Historiquement, l'inquiétude et la discipline puritaine correspondent à des phases de désintégration des structures étatiques, hiérarchiques en général. C'est la libération de l'homme qui, dans un climat d'insécurité physique et intellectuelle extrême, provoque la montée d'une autodiscipline étonnante, absolue. Libéré de l'État, de l'Église et des croyances qui les accompagnent, l'homme se réfugie avec naturel et régularité dans le totalitarisme familial. En attendant l'autre totalitarisme, celui des partis ou des États. Mais historiquement, chronologiquement, au XVIe siècle comme au XIXe, la transe puritaine suit le repli de l'État plutôt qu'une phase d'envahissement de la société par l'État. Sociologiquement, l'autoritarisme éducatif se développe avec toute sa pureté dans les sociétés petites bourgeoises et en particulier en France et en Allemagne, nations toujours jumelles. La petite bourgeoisie du XIXe siècle représente une masse dense d'individualisme, c'est-à-dire d'individus tendus vers la réussite et dont les sentiments d'insécurité sociale sont proportionnels aux ambitions, terrain idéal où peut proliférer l'éducation répressive des enfants. En Grande-Bretagne, l'ambition fait défaut aux sections dominantes de la société, culturellement ou numériquement, l'aristocratie et le prolétariat. Dans les États-Unis du XIXe siècle, la course au succès domine théoriquement la vie des individus, mais la richesse et l'expansion du pays créent et maintiennent un climat de confiance et de sécurité. La peur est au contraire centrale à l'histoire de France ou d'Allemagne, nation où, depuis le fond du Moyen-Âge, on meurt fréquemment de faim, d'épidémies et de morts violentes. D'une certaine façon, l'inquiétude petite bourgeoise du XIXe siècle représente la dernière et finale mutation d'un ancestral sentiment d'insécurité parfaitement légitime quand on connaît les courbes de mortalité du XIVe au XVIIe siècle. Malheureusement, la peur, sexuelle ou hypocondriaque, atteint son paroxysme au moment même où ses causes objectives commencent à s'évanouir. En Gaule comme en Germanie, chaque génération du XIXe siècle est un peu plus rigide, tordue, brisée que les précédentes. Les traumatismes s'additionnent, se complètent, s'enchaînent en une exponentielle de l'horreur éducative. D'année en année, l'autoritarisme familial progresse.
jusqu'à la rupture européenne du système en 1914, 1917, 1933, 1939. 4 soubresauts politiques et militaires, révolutionnaires ou fascisants, qu'on ne peut séparer de l'évolution générale des mentalités et des techniques d'élevage. Partout, l'homme nouveau devient fou de discipline. En France, le mythe libéral. Les progrès du libéralisme politique ne doivent pas faire illusion. La Troisième République accouche à la fin du XIXe siècle de l'un des systèmes éducatifs les plus répressifs d'Europe. Sa dureté, ses élèves terrifiés et tendus, ses professeurs éteints ou sadiques émerveilleront jusqu'à 1968 les élèves hollandais et scandinaves fréquentant par hasard des écoles ou lycées français. L'image aimable de Marianne voile dans la mémoire collective la réalité sordide de cette institution scolaire dont des films comme Les Oiseaux et Diabolomante rappellent utilement qu'on y anciennait l'obéissance et le sadisme autant que les mathématiques ou les belles lettres. Mais l'État jacobin ne faisait que refléter dans ses choix terroristes les désirs et impulsions venus des parents. Aucun pouvoir derrière cette organisation répressive, dont la diffusion est de type épidémique plutôt que centralisé. L'enseignement dit libre n'est alors pas plus libéral que celui de la République libérale. Partout derrière le mot de liberté se prépare la servitude. Le système scolaire français atteint sa perfection vers 1900. L'instituteur de gauche et répressif devient archétypal avant d'être légende. Le taux d'alphabétisation monte alors à 100%, indiquant que dans l'enseignement primaire encadre toute la population. Une génération plus tard, vers 1930, dégorge des écoles laïques un flot ininterrompu de militants communistes. La correspondance chronologique entre scolarisation autoritaire et bolchevisation mentale du pays est parfaite. À partir de 1917, Lénine et l'Union soviétique offrent à la France un modèle totalitaire. Mais la France elle-même fabrique à la chaîne, dans ses familles et dans ses écoles, des générations au cerveau plombé par le respect de l'autorité dans l'histoire mentale du pays. Le communisme de l'entre-deux-guerres représente une révolte avortée contre les techniques éducatives répressives mises en place au cours du XIXe siècle. Le tragique de cette révolte est qu'elle débouche sur une soumission encore plus terrible au parti ou à l'État. En Allemagne, le mythe prussien. Les Français, fidèles à l'interprétation scolaire, nationale, officielle de l'histoire européenne, ont la mauvaise habitude d'interpréter le phénomène nazi en termes de régression ou de retard historique et culturel. On attribue l'échec de la République de Weimar au manque de tradition libérale et démocratique des Allemands, effet d'un retard politique et culturel général de la partie orientale de l'Europe sur sa partie occidentale. On a également tendance à faire de l'autoritarisme de la culture allemande, familiale ou politique, la survivance d'un état social antérieur lié aux traditions de l'aristocratie prussienne. La crise de 1929 aurait frappé un pays industriellement avancé
mais culturellement retardée, d'où l'échec des institutions représentatives. Ce schéma ne colle absolument pas à la réalité historique. L'autoritarisme éducatif allemand est une création de la modernité, s'étalant du XVIe au XIXe siècle, et non une survivance de l'Allemagne éternelle. Les années 1820-1900, surtout, furent une phase d'expérimentation intense dans le sens du contrôle des instincts. Le père du président Schreiber, pédagogue respecté et imité, fut l'un des plus novateurs de son temps. Il inventa toutes sortes de techniques, matérielles et morales, pour obtenir des enfants une rigidité corporelle parfaite, prélude indispensable au pas de loi. Un de ses fils devint fou, l'autre se suicida. Ce sympathique trio familial reproduit avec une extrême pureté, à l'échelle micro-sociale, tous les problèmes et tous les enchaînements du XIXe siècle. La répression est innovation, en Allemagne comme en France. Il semble bien qu'en Allemagne, la bourgeoisie, petite et grande, se soit servie des traditions prussiennes comme d'une enveloppe idéologique commode, de même qu'elle faisait une fixation proprement infantile sur l'empereur d'Allemagne, ancien roi de Prusse. La cause réelle de cet abandon à l'autorité est bien le progrès culturel et l'individualisme montant des 3 premiers quarts de siècle. En France, aucun système idéologique rassurant ne s'offrait à la bourgeoisie qui avait liquidé la monarchie en 1789 et 1793. L'enveloppe idéologique française, radical-socialisme et folie bergère, représentait au contraire une inversion, une négation des pratiques répressives, puritaines et réellement sadiques des écoles et de la bourgeoisie de la Troisième République. L'Allemagne de 1900 ou de 1933 était autant que la France une terre de parvenus issus de la bourgeoisie, mais se servant des traditions prussiennes comme d'un paravent ou d'une justification commode. Erich von Strauss n'est pas le seul faux officier prussien de l'histoire allemande. Dans l'Allemagne du XXe siècle, les aristocrates, militaires ou non, font l'effet de potiches décoratives. Les Allemands d'aujourd'hui considèrent d'ailleurs l'Angleterre, dont la tradition aristocratique et libérale est réelle, comme une société de classe particulièrement voyante, à l'inverse de la leur. L'extrémisme éducatif allemand. En Allemagne, en France et même dans l'Angleterre victorienne, la montée de l'autoritarisme familial produit des schizophrènes, des suicidés, des alcooliques. L'éducation devient persécution. C'est quand même en Allemagne que le dressage est poussé le plus loin. Non à cause d'un quelconque autoritarisme prussien traditionnel et pourquoi pas congénital, plutôt parce que du XVIe au XIXe siècle, l'Allemagne éclatée n'offre pas à ses habitants l'image sécurisante d'un État centralisé. Juxtaposition de royaumes, de duchés et de villes libres, le pays n'a même pas, comme l'Italie également divisée, d'unité religieuse. La discipline familiale absolue naît d'une telle anarchie. Dans le Languedoc d'Emmanuel Leroy, Ladurie,
l'angoisse du XVe siècle, période de dislocation de l'État monarchique, mène immanquablement au renforcement des structures familiales. En Allemagne, la désintégration de l'État nourrit l'aspiration à la discipline 3 siècles durant. De Luther à Schreber, en passant par Fichte, les théoriciens allemands, et non prussiens, de l'éducation insistent sur les vertus d'obéissance. Un demi-siècle après la production par le docteur Schreber de ses best-sellers éducatifs, Sigmund Freud doit développer le concept de structure libidineuse de l'État et Max Weber celui de pouvoir charismatique pour décrire ou expliquer l'effet proprement hallucinogène de l'empereur sur ces sujets. Mais dans la construction de l'autoritarisme, la famille précède l'État. La liberté précède la famille. Le malheur de l'Allemagne est sans doute d'avoir été trop libre et dynamique au Moyen Âge et sous la Renaissance, alors que la France n'était qu'une médiocre zone sous-développée, mais centralisée, comme l'Angleterre. 3 siècles plus tard s'élabore au-delà du Rhin, par réaction, les formes totalitaires les plus insensées. La guerre, pas l'amour. Pour tous les petits bourgeois d'Europe, le XIXe siècle est celui du contrôle des naissances, des joies mélangées du coït interrompu et de l'abstinence sexuelle. Dans ce domaine, l'autodiscipline est la règle. Ici, le contrôle des corps, c'est le cas de le dire, n'est pas imposé de l'extérieur, puisque tous les États, Églises et penseurs démographiques sont populationnistes. Pourtant, entre 1800 et 1900, la base résiste à l'intimidation sociale, se lance dans l'aventure malthusienne contre les désirs du pouvoir central et idéologique. On est frappé par la succession historique rapide du contrôle des naissances et de la Grande Guerre totalitaire de 1914-1918. Le passage de l'anxiété sexuelle à la défense militaire est chronologiquement impeccable, suit le cycle totalitaire, la montée du fascisme et du communisme. Depuis 1945, la France dérive clairement vers la liberté, surtout dans le domaine scolaire et universitaire. Mais 1968, les grèves des lycéens dans le courant des années 1972 et 1973 ont brisé les habitudes de l'enseignement français. Les générations montantes seront formées différemment. Mais les adultes actuels restent les produits involontaires de la répression éducative antérieure. La France est marquée en profondeur par les habitudes autoritaires de l'entre-deux-guerres, moins radicales que celles de 1900, mais encore imparfaitement libéralisées. Entre 1918 et 1940, les familles et les écoles françaises ont encore fabriqué des Français fragiles, tendus, anxieux. C'est ainsi qu'ils apparaissent dans le monde anglo-saxon, plutôt que comme des latins joviaux et décontractés. Français fragiles. Dans toutes les sociétés, le taux de suicide des adultes
jusqu'à la puberté, les enfants ne se suicident pas, semble très fortement lié au degré d'insécurité et d'angoisse engendré par les techniques éducatives, les systèmes familiaux et scolaires, lorsqu'ils sont très compétitifs et répressifs, marquent les individus pour la vie, et ce, quel que soit leur succès dans le système éducatif, puis dans la société globale. L'adulte reproduit, dans ses peurs et ses échecs, l'insécurité de son enfance, indépendamment de son environnement réel, professionnel ou affectif. C'est à la psychanalyse que l'on doit cette hypothèse fondamentale. Mais la fréquence du suicide permet de démontrer et de mesurer cette presque primauté du sentiment d'insécurité acquis dans l'enfance sur l'insécurité réelle des adultes dans une société donnée. La comparaison des sociétés françaises et américaines est de ce point de vue remarquablement éclairante. Gérard Vincent, spécialiste de la société française à l'Institut d'études politiques de Paris, définit l'Amérique du Nord comme une société à haut risque. La loi du marché y règne plus durement qu'ailleurs. L'insécurité de l'emploi y est beaucoup plus forte qu'en Europe et oblige à de fréquentes reconversions professionnelles. La France, au contraire, est remarquable parce qu'elle offre de sécurité à ses adultes une fois installés dans un poste d'agrégé, de notaire, de cadre supérieur, polytechnicien ou centralien, de chauffeur de taxi ou de typographe. On y risque professionnellement très peu en termes de comparaison internationale et hors des périodes de crise. Le système économique français place le diplôme au-dessus de tout, qu'il s'agisse de celui d'une grande école ou d'un CAP. Après l'âge de 25 ans, la mobilité sociale, professionnelle et géographique y est réduite par rapport à celle des États-Unis. Haut risque outre-Atlantique, bas risque en France. Les taux de suicide et d'éthylisme qui mesurent l'insécurité et les sentiments d'échec adultes sont pourtant plus élevés en France qu'aux États-Unis. En 1974, le taux de suicide français était de 156 pour 1 million. Celui des États-Unis de 121 pour 1 million seulement. En 1955, déjà, la fréquence des cirrhoses du foie pour 1 million d'habitants était de 136 pour les mâles américains, de 393 pour leurs homologues français, presque 3 fois supérieur. La société la plus mobile, la plus désintégrée, produit moins d'alcoolisme et de suicide qu'une vieille société européenne centralisée, étatisée, jamais convertie complètement à l'idéal de mobilité. La cause de cette différence doit être recherchée dans les techniques éducatives différentes des deux univers. Ultralibéral aux États-Unis, avec un fort accent sur la créativité individuelle. Beaucoup plus répressive en France, au moins jusqu'à 1968, avec une lente amélioration depuis 1900 environ. Le libéralisme éducatif produit des hommes exceptionnellement solides. La mobilité de la société américaine dépend de cette constitution de base des individus qui la composent. C'est cette absence de fragilité qui permet à 50% des Américains de déménager tous les 5 ans
et d'avoir le plus fort taux de divorce mondial. Symétriquement, l'insécurité de base du citoyen français explique la tentation permanente du repli professionnel, le besoin maladif de sécurité, la faiblesse du taux de divorce français, 4 fois inférieur au taux américain. De son éducation compétitive et répressive, le français garde un sentiment de méfiance généralisée à l'égard de son environnement adulte. Un système d'élevage répressif engendre une culture adulte de tendance paranoïaque. Cette culture traditionnelle de la France change aujourd'hui rapidement dans un sens américain. On retrouve en Allemagne de forts taux de suicide et des techniques éducatives répressives et compétitives. En URSS, autre pays de tradition petite bourgeoise. Contrairement aux apparences, également en Grande-Bretagne, pays où la fréquence du suicide est encore plus basse qu'aux États-Unis, l'éducation n'est pas spécialement libérale, mais le système d'enseignement ne repose pas sur le principe d'une compétition intellectuelle effrénée. Dans ce pays qui n'a jamais été dominé à l'époque moderne par ses classes moyennes, le système scolaire n'a pas été, autant qu'en France, avant les années 60 de ce siècle en tout cas, un thème d'affrontement politique majeur. Ni les aristocrates, ni les ouvriers britanniques n'ont fait de la performance et du classement scolaire un objectif primordial, comme la petite bourgeoisie française des années 1900. L'idéal de mobilité sociale ascendante via l'enseignement, modèle mis en place dans toute sa pureté par la Troisième République, est fondamentalement petit bourgeois. Son système scolaire trahit la nature de classe de la société française mieux que toute autre variable. L'éducation française n'est pas économiquement utile ou fonctionnelle. La compétition infantile mène à l'immobilisme adulte. Le modèle américain est inverse, puisqu'il aboutit à la compétition entre adultes, seule utile économiquement. Le système scolaire français traditionnel produit des individus extraordinairement disciplinés sur le plan mental, fervents de l'orthographe, du plan en 2 parties, très mal préparés à penser tout seuls. Les intellectuels sortent de ce moule. Il n'est donc absolument pas étonnant qu'ils soient en majorité remarquablement aptes à manœuvrer comme des bancs de poissons, du bergsonisme au marxisme, du marxisme à l'existentialisme, de l'existentialisme à la complainte du discours, du savoir et du pouvoir, sans qu'on sache lequel exactement a donné le signal d'un mouvement dans un sens ou dans l'autre. Dans le domaine philosophique et littéraire, on ne dispose d'aucune technique de mesure objective de la créativité des intellectuels, d'aucun indice qui permettent de confronter les Français à leurs équivalents anglais, allemands, américains ou italiens. De goût ou de couleur, on ne discute pas. En sciences, par contre, on discute et on compare. La distribution des prix Nobel scientifiques révèle clairement chaque année l'état de délabrement de la pensée française. Le seul Trinity College de l'université de Cambridge recueille plus de prix Nobel scientifiques que l'ensemble de la France. Notre pays ne se défend qu'en biologie, en physique, en chimie, en économie, c'est le néant. L'incapacité des institutions françaises à produire des chercheurs a quelque chose de prodigieux quand on sait qu'en termes de programme, nos classes
terminales scientifiques sont parmi les plus fortes du monde. Le programme n'est pas le niveau. Ce qu'on enseigne aux élèves français, c'est le triturage rapide et semi-automatique d'intégrales et autres techniques de calcul. En physique, domine toujours le problème d'application. L'exemple numérique mettant en scène un ascenseur ou un pendule dont on doit calculer en fonction d'une équation apprise par cœur le temps de chute ou la période d'oscillation. Versions élevées des tragiques et stimulants problèmes de robinet, de baignoire qui angoissaient tant les élèves du primaire. Interrogation sur la nature des lois scientifiques. La réflexion directe sur les phénomènes observés sont à proscrire absolument pas. Pour les machines bien rodées qui sortent de Polytechnique de l'ENA, la vie professionnelle n'est plus qu'une longue suite d'applications numériques assorties de rentes confortables. Les 30 années prospères allant de 1945 à 1974 fournirent de nombreuses occasions de faire ces applications numériques. J'augmente le taux d'intérêt d'un point. Oh tiens, la productivité a augmenté de 4% cette année. Nous allons pouvoir faire monter les salaires d'autant. Vient la crise du pétrole, mauvaise surprise non inscrite au programme qui révèle le néant créatif de la technocratie française, paralysée par sa formidable discipline intellectuelle, coincée entre ses ordinateurs et ses problèmes de robinet. Michel Rocard n'est pas, de loin, le plus stupide ou le plus antipathique de nos hommes politiques. Pourtant, on est douloureusement frappé de le voir à l'occasion d'une interview sur la politique économique de Giscard, ministre des Finances, alors même qu'il critique le conservatisme intellectuel du pays, plongé directement dans la baignoire traditionnelle de la pensée française. L'interprétation rigide de l'équilibre budgétaire comme un dogme est stupide. C'est le problème d'une baignoire ayant 5 ou 6 robinets d'arrivée et 4 ou 5 écoulements où l'on voudrait calibrer un pour un en prétendant maîtriser le niveau. Il faut reconnaître à cette baignoire une certaine dimension infernale, capable de pousser au suicide le plus doué des élèves du primaire. Intellectuels de gauche et technocrates sont prisonniers d'un même système mental français inculqué dans les écoles primaires, les lycées, les grandes écoles et universités. Les échecs des polytechniciens ou des énarques sont vérifiables, mesurables, palpables. La France n'obtient pas de prix Nobel, l'administration et les systèmes politiques ne réagissent simplement pas à la crise. L'existence de Roland Barthes et de Michel Foucault est moins facilement quantifiable, d'autant que leur production s'abrite derrière des artifices sémantiques étonnants. Mais énarques, polytechniciens, agrégés de lettres ou de sciences humaines posent à la France, sous 3 formes distinctes mais apparentes, le même problème. Une culture scolaire autoritaire produit des exécutants efficaces et utiles dans les secteurs techniques et administratifs, des masses grégaires dans le domaine littéraire et philosophique. Elle est toujours inapte à créer du neuf. Tant que les générations dominantes resteront celles formées avant 1968 dans des écoles brutales et répressives, la culture française gardera un caractère discipliné, grégaire, fuyant. Les enfants élevés depuis 1968, qui perdent l'habitude du respect et oublient, pourquoi pas, les règles de l'orthographe seront libres, peut-être. Allemagne social-démocrate. France
individualiste. Vers 1978, la carte politique de l'Europe est une simplicité déroutante, comme celle de la pression fiscale. Les grands pays, entre guillemets, latins, France, Italie, Espagne, sont gouvernés par des partis ou coalitions conservatrices. Les pays, entre guillemets, germaniques, Grande-Bretagne, Allemagne fédérale, Suède, sont dirigés ou peuvent l'être à tout moment par des partis socialistes affiliés à la Deuxième Internationale et qui sont, contrairement au PS français, des partis de gouvernement, même quand il leur arrive d'être dans l'opposition. Au nord, la pression fiscale est égale ou supérieure à 40% du produit national brut. Au sud, inférieure à cette proportion, indiquant une moindre aptitude des latins au civisme et à la coopération. On en conclut fréquemment qu'au nord règne le sens du compromis et qu'au sud, un mélange d'individualisme brouillon et de partis communistes bloque l'évolution sociale. Il y a du vrai dans cette explication, qui n'est malgré tout que superficielle. Vers 1930, le plus puissant des partis communistes d'Europe occidentale était celui de l'Allemagne de Weimar, avec plus de 16% des voix aux élections législatives, contre un peu plus de 12% pour le Parti communiste français en 1936. Également 12% pour le Parti communiste tchécoslovaque au cours des années 30. L'extrémisme totalitaire de gauche n'est pas une invention latine. La vision nord-sud de l'Europe suppose une certaine incompréhension de l'Allemagne et de son histoire. Cette nation n'est pas, contrairement à la Suède, à la Norvège, au Danemark ou à la Grande-Bretagne, d'essence social-démocrate. La conception scandinave du bien public et de la coopération interindividuelle n'y règne pas en maître. Un livre très intéressant, publié en 1968 par un journaliste allemand, Jürgen Neven-Dumont, suggère, à la grande surprise du lecteur français, le contraire. Zum Beispiel 42 Deutsch, 42 Allemands par exemple, est un recueil d'entretiens menés dans la ville ouest-allemande de Heidelberg. On y voit des nombreux citoyens se plaindre de l'égoïsme social dominant leur pays. On croirait entendre des Français. De ce livre passionnant, on tire l'impression que la discipline, plus que le sens de la coopération, est le ressort de l'efficacité allemande. La mesure de l'agressivité et de l'égoïsme social produit une autre carte d'Europe, séparant nettement les pays latins des pays de l'Europe du Nord-Ouest, mais établissant la France et l'Allemagne comme deux variantes d'un même type intermédiaire, reflet d'une même tradition d'individualisme petit bourgeois, qui n'est pas compliqué comme en Espagne ou en Italie par une agressivité sexuelle de type machiste et méditerranéen. La mort routière. La fréquence des accidents automobiles renseigne ainsi bien sur l'agressivité d'une population. Les résultats sont remarquablement prévisibles et cohérents. L'Angleterre et les pays scandinaves font apparaître un nombre relativement faible de tués par automobile en circulation. Le taux augmente en Allemagne et en France pour atteindre des sommets dans les pays de l'Europe du Sud. Cet indicateur ne fait apparaître aucune différence sensible entre la France et l'Allemagne fédérale. La fréquence des accidents de la route dans l'Europe actuelle reflète assez précisément la distribution des assassinats dans l'Europe de 1900. Alors, nous trouvons en tête du peloton des taux d'homicide l'Italie, l'Espagne, la Hongrie. Ces chiffres trahissent également l'existence d'un potentiel de violence en Autriche, pays tranquille en apparence. La mort des vieux. Variable proche de l'agressivité, élément du même faisceau d'individualisme, dans le mauvais sens du mot,
l'égoïsme est plus difficile à appréhender. Comment saisir, synthétiquement, quantitativement, une qualité morale aussi indéfinissable, fuyante et abstraite? Le sort qu'une société fait à ses vieux est assez révélateur de la qualité générale de ses relations humaines. Certaines abandonnent les plus de 65 ans, d'autres les aident financièrement et surtout moralement. Les taux de suicide sur indice de malheur et d'abandon s'élèvent parfois brutalement à partir de 60, 65 ou 70 ans, mais dans certains pays seulement. Dans d'autres, au contraire, le taux du suicide baisse ou stagne. Il n'est en tout cas pas supérieur à celui des gens dans la force de l'âge. Ce profil par âge de la courbe de suicide est donc un bon indicateur d'égoïsme. Le résultat de cette analyse des courbes de suicide par âge est parfaitement prévisible. Il décalque presque exactement la fréquence des accidents routiers, à quelques exceptions près. D'un côté, les sociétés solidaires, Suède, Grande-Bretagne, et l'ensemble de leurs zones culturelles, Norvège, Danemark, avec, petites exceptions, l'Irlande et la Finlande, pays à fort taux d'accidents automobiles. La Hollande, quoique moins nettement, appartient à ce type général. Viennent ensuite les sociétés égoïstes, France, Allemagne, Autriche, Suisse, zone qui se prolonge à l'est par la Tchécoslovaquie. Plus au sud, les pays où l'absence totale de respect pour le contrat social est presque une tradition, Espagne, Italie, Portugal. Les pays latins se caractérisent par une augmentation particulièrement brutale du taux de suicide avec l'âge. On peut rapprocher de ce type la Hongrie et la Bulgarie. La distribution des taux de suicide par âge, variable culturelle profonde, est dans une certaine mesure indifférente au régime politique et social, à une exception près. La condition des vieux semble notablement aggravée en Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Mais en gros, chacun des pays de l'Est peut être rattaché à un type occidental particulier. La Pologne appartient clairement au type baltique et nord-occidental, aux côtés des pays scandinaves et de langue anglaise. La Tchécoslovaquie relève d'un type centre-européen, incluant la France et les pays germaniques, Allemagne et Autriche. La Hongrie et la Bulgarie sont proches du type sud-européen dont elles présentent des versions extrêmes, puisque les taux de suicide sont nettement plus forts qu'en Italie, en Espagne et au Portugal. La distribution par âge est pourtant la même. Au cours des années 70 de ce siècle, la fréquence des accidents routiers, variable fondamentale de notre civilisation automobile, et le profil par âge de la courbe de suicide révèlent la parenté profonde, persistante des deux ennemis héréditaires, ou plutôt des deux sœurs suicidaires de 1914, la France et l'Allemagne. On comprend mieux, dans ce contexte, les affinités métaphysiciennes des philosophies traditionnelles des deux pays. Également l'extrême sensibilité des Français aux événements politiques allemands, un mélange étrange de méfiance et de fascination. Pourtant, le parallélisme n'est plus parfait en 1980. Au terme de l'analyse sera la France, qui paraîtra tranquille et détendue, à la manière des pays de l'Europe du Nord-Ouest, et l'Allemagne, qui semblera tendue et inquiète, à la manière de l'Europe du Sud.
Le fou et le prolétaire, Emmanuel Todd. Livre de poche. « 2000 pour la présente édition. Édition Robert Laffont, 1979, pour l'original. Chapitre 7. Tradition et mutation intellectuelle. La France a derrière elle une longue tradition d'obscurité philosophique et intellectuelle, de Bergson à Sartre. Mais il faut avouer que la désintégration de la réflexion française par le discours foucaltien, barthien, lacanien, althusserien, derridien marque un saut, un plongeon qualitatif. L'effondrement final de cette fraction particulière de la culture française, qu'on se rassure, la bande dessinée va bien, intervient dans une phase sociologique et historique particulière, les années 60 et 70 du XXe siècle. Du point de vue intellectuel, la période qui va de la guerre à la crise économique mondiale de 1974 présente deux caractéristiques. La marginalisation de la culture philosophique à l'intérieur du système social global, la constitution simultanée d'un marché captif de masse pour la philosophie des professeurs. La marginalisation découle du changement brutal des valeurs dans l'immédiat après-guerre. La France renie les humanités. On pense en termes de progrès économique, social, technologique. On oublie la performance rhétorique gratuite. L'enseignement met en valeur les mathématiques. L'école normale supérieure perd son prestige et se trouve supplantée au panthéon des bons élèves ambitieux par l'école nationale d'administration ou l'école polytechnique. L'activité philosophique et littéraire devient, pour les élites même du pays, secondaire. Mais dans le même mouvement, le gonflement des effectifs étudiants crée dans le pays une audience captive à la merci des professeurs et d'autant plus soumise que l'activité magistrale échappe alors complètement à l'attention de l'ensemble de la nation. Le résultat est imparable. Les gros quotients intellectuels fuient les études littéraires. La plèbe des facultés écoute et commente sans frémir les horreurs épistémologiques proférées du haut de certaines chaires du Collège de France. On aboutit à une contradiction apparente. Jamais les tirages de livres intellectuels n'ont été aussi élevés. Jamais l'influence des intellectuels en tant que catégorie socio-professionnelle n'a été aussi négligeable dans le pays. Ce problème de marginalisation est manifeste dans l'œuvre de Michel Foucault, où l'on sent une très forte identification du professeur marginalisé au fou marginalisé, réel ou fictif, du XVIIe siècle. À cette analogie d'ordre sociologique s'ajoute une analogie de pensée. La parole schizophrénique qui discourt sans attendre de réponse reproduit très exactement la structure du cours magistral. Et les rapports sont étroits entre ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène et dans le cerveau d'un intellectuel dont la pensée dérive. Un processus de dédoublement psychique contrôlé à la manière du chaman, sorcier et fou rituel d'une communauté primitive est évident dans la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France. Le cours magistral est intéressant parce qu'il relève à la fois de l'écrit et de l'oral.
Il est prononcé mais ne suppose pas la compréhension, la critique ou la réponse. L'ouverture de ce texte mérite d'être citée. Dans le discours qu'aujourd'hui je dois tenir et dans ce qu'il me faudra tenir ici, pendant des années peut-être, j'aurais voulu pouvoir me glisser subrepticement. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle et porter bien au-delà de tout commencement possible. J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler, une voix sans nom me précédait depuis longtemps. Il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger sans qu'on y prenne bien garde dans ces interstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant un instant en suspens. De commencement, il n'y en aurait donc pas, et au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de son déroulement une mince lacune, le point de sa disparition possible. On songe irrésistiblement au poète à l'écoute de sa muse ou à Jeanne d'Arc attendant ses voix. Pierre Bourdieu mérite un traitement de faveur. Le point d'aboutissement de son itinéraire est très conventionnel. Il produit, de nos jours, ces phrases ronflantes et creuses qui sont le nec plus ultra de l'activité intellectuelle en sciences humaines. À l'occasion d'une ouverture intersciences de la revue d'histoire Annales, Économie, Société, Civilisation, Bourdieu entonne le cantique des concepts usuels de sa profession. Instrument de domination structurant parce que structuré. Les systèmes idéologiques que les spécialistes produisent par et pour la lutte pour le monopole de la production idéologique légitime reproduisent sous une forme méconnaissable par l'intermédiaire de l'homologie entre le champ de production idéologique et le champ des classes sociales, la structure du champ des classes sociales. Apparemment abstrait, ce texte est surtout, comme ceux de Foucault sur le discours, intensément narcissique. Le spécialiste producteur d'idéologie, de violence symbolique ou de discours, c'est le professeur, qu'il ait ou non une chaire au Collège de France. Ce narcissisme quintessentiel est une tradition des intellectuels français qui remonte très loin. Cette intéressante catégorie socio-professionnelle est passée en gros par 3 phases, 3 états d'âme. 1. Le détachement philosophique. Qui suis-je ? Attitude dont on trouve encore les traces dans les manuels de philosophie des classes terminales de l'enseignement secondaire. 2. L'engagement marxiste ou paramarxiste. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? 1950-1960. 3. Enfin, aujourd'hui, l'autocontestation. Ai-je le droit de parler ? Question à laquelle le monde extérieur se doit de répondre oui, mais nous ne sommes pas forcés d'écouter. Pourtant, c'est être injuste que de réduire la pensée de Pierre Bourdieu à ses borborigmes de fin de carrière, car ce chercheur authentique a toujours manifesté, à côté d'une inaptitude étonnante à la synthèse, un talent non moins remarquable d'analyste concret. En témoigne une très impressionnante série d'études sur l'Algérie, l'enseignement, la sociologie de l'art. Bourdieu, plus que tout autre, a frôlé le problème central de la société française, le syndrome petit bourgeois, dans l'enseignement comme dans la perception artistique. Ces enquêtes sociologiques font de lui un analyste autrement plus important que Althusser ou Foucault. En France, l'écart extrême entre langue parlée et langue écrite trahit et mesure l'état de dissociation mentale qui caractérise bien des intellectuels français. On est naturellement frappé par le contraste entre la complexité des textes écrits de Foucault, Althusser, Sartre, Barthes, Bourdieu, pour ne citer que quelques exemples actuels ou illustres, et la simplicité évangélique de leur communication orale, contraste qu'on ne retrouve pas en général chez les intellectuels anglais. On est d'abord tenté de considérer l'obscurité raffinée, travaillée, souple ou heurtée du texte
philosophique ou sociologique français, comme de la pure fumisterie, comme un effort conscient pour intimider le lecteur, bref, comme du terrorisme intellectuel. Cette accusation est probablement injuste. Aucun intellectuel n'est capable de poursuivre consciemment une carrière frauduleuse de ce type. L'interprétation correcte du phénomène doit plutôt faire appel au concept de dissociation mentale, potentialité permanente de l'esprit humain en général et des intellectuels en particulier. Le phénomène du double langage est fréquent, historiquement récurrent, mais prend des formes diverses selon les circonstances sociales. Le terme même de schizophrénie insiste sur la dissociation de la personnalité, division dont le mode d'expression est fréquemment l'utilisation de deux modes linguistiques distincts ou de deux systèmes symboliques dissociés. Les cas cliniques observés par les psychiatres ne sont que des formes extrêmes de dissociation. L'histoire présente une infinité de formes bénignes et socialisées de dédoublement de la personnalité s'exprimant par un dédoublement linguistique. Du XVe au XVIIe siècle, avec un pic de fréquence à la fin du XVIe siècle, il y a les cas de possession démoniaque, au cours desquels le sujet s'exprime souvent dans une langue étrangère lorsqu'il transmet la parole du démon. Si le possédé est cultivé, le diable risque de s'exprimer en latin. S'il est d'origine plus modeste et provinciale par surcroît, l'esprit malin a de fortes chances d'utiliser le français, la langue normale étant seulement locale, bretonne ou occitane. On peut rapprocher de ces cas les possessions des chefs camisards par le Saint-Esprit. Pendant leurs états de transe, ces pré-guéris héros utilisaient le français, langue des dominants. Au XXe siècle, le marxisme-léninisme est devenu langage codifié, gardant comme l'argot le syntaxe de la langue dominante, français en France, allemand en Allemagne, mais s'en détachant par son vocabulaire spécifique et international. Chaque communiste est alors plus ou moins condamné à vivre deux langages différents, celui du parti, la fameuse langue de bois, celui du pays. Cette dissociation linguistique est un trait commun à beaucoup de systèmes idéologiques et traduit un état latent de schizophrénie, stabilisé seulement par l'acceptation sociale. Les transes religieuses orales, philosophiques écrites et marxistes-léninistes écrites ou orales se manifestent toutes par un même état de dédoublement linguistique. Elles relèvent d'une catégorie psychologique unique. On les trouve dans les mêmes systèmes culturels dans lesquels elles peuvent cohabiter ou se succéder. En France, c'est la coexistence, pacifique ou venimeuse, du délire conceptuel des philosophes et du marxisme qui est frappante. Dans l'immédiat après-guerre, le marxisme se répand dans l'école normale supérieure dont un quart des membres sont, vers 1949, membres du PCF et praticiens de la langue de bois. Depuis, le marxisme des intellectuels est en régression constante, mais un nouveau système linguistique autonome a remplacé la codification communiste. Espace, discours, pouvoir, savoir, etc. Le trait commun aux deux systèmes d'expression est le manque de contact avec la réalité, qui trahit, comme la dissociation linguistique, le caractère schizophrénique de l'expérience intellectuelle dans le milieu culturel français. Si l'on cherche à établir une correspondance entre structure du système marxiste et structure mentale, entre structure des fantaisies philosophiques et structure mentale, on peut admettre deux équivalences. Le marxisme est plus proche des formes de rationalisme morbide et froid des schizophrènes dont le délire est bien structuré, compact. La fantaisie philosophique, moins organisée, est plus proche de l'ancien concept de bouffée délirante ou de l'actuelle catégorie d'état confusionnel aigu. Dans le langage marxiste comme dans le discours foucaltien, barthien ou althusserien,
La combinaison de catégories abstraites produit du non-sens, mais dans les deux cas, la structure grammaticale de la langue française n'est pas entamée. Accords et concordance des temps sont impeccablement ajustés. L'orthographe est également intacte. Un instituteur de l'enseignement primaire n'aura rien à critiquer dans un texte de Louis Althusser ou de Michel Foucault. Le critère de la correction grammaticale distingue donc nettement les jeux linguistiques français et intellectuels des jeux linguistiques que pratiquent par exemple les ouvriers britanniques qui massacrent avec entrain non pas tellement le vocabulaire, leur argot n'est guère plus riche que celui du Collège de France, mais la structure grammaticale syntaxique de la langue anglaise, pratiquant volontiers des idiotismes genre « you was », vous étiez. Cette différence importante entre deux types de déformation linguistique révèle surtout l'extraordinaire pouvoir de discipline de l'enseignement français, la force persistante de l'apprentissage primaire qui interdit aux professeurs du Collège de France, plusieurs décennies après leur instruction, de prendre des libertés avec les conventions de base de la langue française, alors même que la micro-société qui les environne tolère et apprécie leur poésie conceptuelle et le non-sens provoqué par l'entrechoc des mots. L'équipe du journal Charlie Hebdo, qui marquera beaucoup plus que Barthes ou Foucault la culture française, pratique au contraire joyeusement la désintégration syntaxique de la langue. Mais il est frappant de constater que leur manque de respect pour les règles de l'école communale n'entame pas la clarté du texte. Au contraire, l'équipe du Collège de France respecte formellement la langue pour mieux détruire le sens. Les deux équipes, celle de Charlie Hebdo comme celle du Collège de France, bien que d'inégale valeur, Reiser et Kavanagh sont des penseurs importants, ont percé au même moment, à l'occasion de la poussée libertaire qui a suivi mai 1968, qui fut mai 1968. Et l'on peut très bien considérer les effets linguistiques foucaltiens ou barthiens comme une tentative avortée de rejet des disciplines de l'institution scolaire. Mais la grammaire a tenu le choc. La culture française reste disciplinée. Cette révolte ratée a, comme celle des décennies précédentes, marxiste elle, sécrété une autre forme de totalitarisme mental. Elle est devenue orthodoxie. Les bons élèves du pays ne sont pas encore tout à fait mûrs pour la liberté. L'intellectuel, c'est son métier, voyage aux frontières de la schizophrénie. Jouer avec des concepts, avec des idées, implique un relâchement temporaire du contact avec la réalité sensible. Parfois, ce relâchement est définitif, transformant la réflexion en expérience schizophrène. On est frappé par la tendance récurrente au décollage linguistique de l'activité philosophique. La définition du caractère normal ou sain de certaines constructions morales ou métaphysiques dépend du degré de réceptivité de la société à ce genre de pratique intellectuelle. La France et l'Allemagne tolèrent fort bien, appellent en fait les jeux du langage, voir les textes de Heidegger, Hegel, Lévi-Strauss, Lacan, etc. L'Angleterre traite avec moins de tolérance ce type d'activité intellectuelle. La tolérance de la société à l'égard du décrochage conceptuel des philosophes définit largement le cours ultérieur de leur évolution mentale. La reconnaissance et l'admiration peuvent circonscrire et stabiliser le délire. De même, la reconnaissance des fonctions sociales de chaman empêche, dans certaines sociétés primitives, la marginalisation et la détérioration mentale complète de certains malades dont l'affection est ritualisée. L'analyse des fonctions mentales ne peut pas séparer deux types de phénomènes psychiques: rationalité, affectivité. L'hypertrophie de la spéculation rationnelle est souvent difficile à distinguer de la rationalité morbide des schizophrènes.
À vrai dire, la dissociation des processus affectifs et logiques est pour certains la caractéristique centrale de l'expérience schizophrène. Pour des raisons professionnelles, les intellectuels sont donc particulièrement exposés à la dissociation schizophrénique. Elle est leur accident de travail spécifique, comme la blessure au pied, est spécifique aux ouvriers du bâtiment. La culture qui s'installe en Europe occidentale au XVIIIe et au XIXe siècle, par son culte de la raison, par sa répression des instincts et de l'affectivité, est intensément schizophrène, et ce sont bien sûr dans les pays d'Europe occidentale les plus voués au culte de la raison. La France des Lumières ou l'Allemagne de l'Aufklärung, qu'auront lieu les accidents mentaux et politiques les plus spectaculaires entre 1793 et 1945. L'Angleterre, qui ne croit pas à la raison raisonnante, sera plus raisonnable. Pour des raisons historiques et sociales, la culture française est, par son culte de l'intellect pur, propice à la schizophrénie. Mais sa tolérance évite aux intellectuels parisiens ou provinciaux la plongée définitive dans l'au-delà métaphysique de leur propre pensée, parce que leur environnement défini comme activité normale et respectable. Il s'agit donc finalement d'une schizophrénie légère, diffuse et stabilisée. Cette forme particulière permet la survie des individus, mais représente un danger pour le système social global. Inversement, la non-reconnaissance de certains systèmes délirants passés de mode peut entraîner la plongée psychologique du sujet isolé ou en retard d'une mode. Sciences humaines empiriques, histoire, sociologie, économie, et le recours aux données statistiques impose en principe un contact professionnel avec le monde extérieur, à la différence de certaines activités dites philosophiques, morales ou religieuses. Elles ont du point de vue de la santé mentale des vertus prophylactiques. Les activités purement scientifiques, sciences physiques et surtout mathématiques favorisent des personnalités intensément schizoïdes et leur plaisent. D'où le mythe explicatif du savant Cosinus. Il est souvent impossible de déterminer objectivement le caractère normal ou pathologique d'une activité intellectuelle. Les mêmes habitudes culturelles, les mêmes situations historiques peuvent amener simultanément l'échec morbide d'une activité intellectuelle et un bond en avant dans un autre secteur. Ainsi, la culture allemande des années 1900-1933 mélange d'extrême rationalité et de formidables inquiétudes métaphysiques vit simultanément l'effondrement pathétique de l'activité philosophique avec des penseurs comme Heidegger, obscur à l'écrit, limpidement nazi à l'oral à partir de 1933, et les percées les plus décisives de l'histoire de la physique avec la théorie de la relativité, la désintégration de l'atome et l'idée de réaction en chaîne. Mais on ne peut concevoir le saut relativiste sans le climat de jeu et d'irresponsabilité intellectuelle qui formait le milieu mental de l'Allemagne impériale et weimarienne. La théorie de la relativité est au sens strict une métaphysique, bousculant par ses équations toutes les données intuitives sur le monde sensible. Elle ne sera d'ailleurs jamais digérée par les philosophes professionnels, sans doute parce que son langage est trop simple. Ces équations fondamentales ne font pas appel à un haut niveau de connaissances mathématiques. Règle de 3 et racine carrée en sont les éléments principaux. Pourtant,
L'établissement de ce système n'était possible que dans un environnement intellectuel, méprisant les perceptions immédiates. Aucun chercheur britannique n'aurait vraisemblablement pu remettre en question aussi facilement qu'Einstein le théorème de l'addition des vitesses. En Grande-Bretagne, la philosophie évoluait alors, sous l'influence de Moore et de Russell, vers un empirisme rigoureux et raffiné, dénonçant dans les propositions métaphysiques, au sens philosophique, morales ou éthiques des jeux du langage. La théorie de la relativité est un jeu de l'esprit qui ne pouvait avoir lieu que dans un milieu tolérant les jeux du langage comme la civilisation allemande. Rutherford, pionnier anglais de la physique nucléaire, confronté à la théorie de la relativité, pensait des Britanniques qu'ils avaient trop de bon sens pour admettre des choses pareilles. Il faut un grain de folie pour concevoir la contraction de l'espace ou du temps. Dans l'Allemagne de la République de Weimar, pays le plus dynamique culturellement de la sphère occidentale, coexistent le meilleur et le pire, Einstein et Heidegger. Pour une fois, l'histoire fut morale, l'Amérique récupéra les meilleurs physiciens, le Troisième Reich se contentant des meilleurs métaphysiciens. La chaire professorale offerte par les nazis à Heidegger n'aida pas beaucoup la Wehrmacht dans sa tentative de domination militaire. La métaphysique ne mène pas, Dieu merci, à la bombe atomique. Comme disait Einstein, Dieu est subtil, il n'est pas malicieux. Les intellectuels français sont plus souvent malicieux que subtils. Jusqu'à présent, leur frénésie conceptuelle n'a pas mis notre pays au premier rang de la recherche mondiale. Elle relève de la dégénérescence plutôt que du saut qualitatif. À Paris-sur-Seine, le développement mental n'est pas dialectique. Il ne mêle pas le meilleur et le pire en un mélange détonnant. La descente aux enfers de la pensée française est un processus linéaire. La terminologie parisienne manifeste une tendance précoce à la codification, systématisation, rigidification autour de quelques mots clés: pouvoir, discours, savoir, espace. La création devient un système d'écriture automatique relevant plus de la combinatoire que de l'invention. La structure de base d'une phrase simple comme « la plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle » permet d'engendrer mathématiquement à l'ordinateur un nombre élevé mais fini de phrases phrasantes et discourantes, mais non de propositions puisque ces phrases n'ont aucun sens. Le pouvoir du savoir est dans l'espace du discours. Le discours du savoir est dans l'espace du pouvoir. L'espace du savoir est dans le pouvoir du discours, etc. La combinatoire élémentaire révèle 24 possibilités d'agencement automatique de 4 concepts dans une structure de 4 mots. La productivité marginale du concept n'est donc pas mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. La culture française est sur le point d'aboutir à un état d'entropie conceptuelle généralisée. L'homogénéisation du verbiage tend vers la perfection. L'incantation espace-discours, savoir-pouvoir devient culture officielle. Il y a dans ce système intellectuel ou mental clos, hermétique, une dimension pathologique. Superposition conceptuelle. La subdivision des domaines de recherche en sciences humaines a provoqué l'apparition dans les diverses spécialités de concepts voisins ou identiques ignorant leur parenté. Ainsi, schizophrénie, catégorie psychiatrique et idéologisme,
catégories politiques. On peut également souligner les rapports, étroits ou lointains selon les circonstances, entre certaines catégories de l'analyse philosophique et divers concepts de l'investigation psychiatrique. Les notions d'empirisme et de rationalisme, désignant des écoles philosophiques distinctes, définissent surtout une attitude de l'esprit face au monde extérieur, à la réalité. On peut en dire autant du concept de psychose ou de schizophrénie. Le rationalisme philosophique et la schizophrénie ont en commun un certain refus, plus ou moins grave, il est vrai, du monde sensible. Ils trahissent un même état de fermeture mentale. Aucune raison ne permet de séparer a priori ces deux catégories appartenant à deux sphères de recherche différentes. Symétriquement, l'attitude empiriste définit une attitude vis-à-vis de la perception et du monde extérieur qui correspond à un état de normalité psychique, de contact accepté avec la réalité. Le dernier siècle de recherche a fait du champ des sciences humaines un véritable dépotoir de concepts. Un tri, une classification, une réunification s'impose. L'orientation empiriste, contact avec le réel, ou rationalisante, schizoïde, de l'activité intellectuelle dépend plus de la quantité d'intellectuels que de leur qualité. Si les penseurs professionnels dépassent une certaine proportion de la population, ils se suffisent à eux-mêmes. Les échanges entre purs esprits garantissent une coupure avec la réalité sociale environnante. Le nombre entraîne l'autarcie. Au contraire, l'immersion des intellectuels dans une population différente, aristocratique, marchande, paysanne, oblige au contact avec le réel. Par analogie avec le processus de réaction en chaîne nucléaire, on peut dire qu'il existe une certaine masse critique des intellectuels, qui a en réalité une proportion autant qu'une masse, au-delà de laquelle les interactions entre cerveaux se suffisent à elles-mêmes. La divergence du processus représente la rupture avec le réel, dimension schizophrénique de la culture. Il n'y a donc pas à proprement parler de hasard culturel dans le fait que la France, l'Allemagne, l'Italie soient les lieux privilégiés de la frénésie conceptuelle et philosophique. Le contenu non empiriste des écoles philosophiques de ces trois pays traduit qualitativement la masse relative de l'intelligentsia par rapport à la masse totale de la population cultivée. Or, la masse de l'intelligentsia reflète très exactement celle de la petite bourgeoisie en général. Révolution, boutique, médecine. Dans un pays donné, le nombre des boutiquiers, des philosophes, des étudiants, des médecins et des intellectuels révolutionnaires semble déterminé par un même facteur caché. Ce facteur qui n'est pas si mystérieux que ça est la puissance de l'implantation petite bourgeoise telle qu'elle apparaissait en Europe vers 1850. Le trait commun à tous ces métiers est qu'ils ne sont pas primordialement des métiers manuels. Pour l'Institut national de la statistique et des études économiques, la philosophie est une activité tertiaire, de même que la subversion révolutionnaire ou la pratique de l'homéopathie. Les transferts intrasectoriels de main-d'œuvre sont faciles entre ces sous-secteurs du tertiaire. Un fils de boutiquier devient révolutionnaire, médecin ou professeur, poussé par des parents ambitieux.
Il est donc parfaitement normal que l'hyper-intellectualisme et l'anti-intellectualisme poujadiste fleurissent dans les mêmes sociétés. L'existentialisme sartrien et le poujadisme militant sont complémentaires, produits d'une même totalité sociale. La France, petite bourgeoise des années 50. En Allemagne, vers 1930, le bouillonnement intellectuel ne saurait se passer de l'horreur maladive des petits bourgeois pour les livres. On ne s'étonne donc pas de trouver en France, en Allemagne et en Italie du rationalisme, des jeux du langage s'efforçant de démontrer ou d'infirmer des propositions métaphysiques, morales ou esthétiques n'ayant en fait aucun sens. Cet effort désespéré de la raison, cartésienne ou kantienne, pour triompher du mystère du monde, débouche parfois sur le culte de l'irrationnel, souvent sur une dérisoire activité révolutionnaire des intellectuels. Toujours, le style de l'intelligentsia est déterminé par sa masse. La quantité détermine la qualité.